8h14, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Michel Onfray, philosophe, auteur de Autodafé, presse de la Cité et directeur de la revue Front Populaire. Oui, bonjour Michel Onfray. Bonjour. La semaine a été marquée par énormément d'événements. La disparition, l'hommage à Belmondo, les premières déclarations choc de Salah Abdeslam au procès, on va y revenir aussi, la polémique autour de Zemmour, les temps de parole, et nombreux actes de violence. Des tirs à la Kalachnikov à Salon de Provence, des agressions de policiers au Tarteret dans l'Essonne pendant plusieurs jours, et puis aussi à Marseille pour libérer un dealer. Vous, le philosophe justement essayiste, ancien homme de gauche, je rappelle. Oui. Je sais pas, d'ailleurs vous êtes toujours de gauche ou pas? Oui, vous êtes toujours. Bon, alors homme de gauche. Vous êtes quand même de plus en plus alerté par ces questions de sécurité, à tel point donc il y a, je le montre aussi à la sortie cette semaine de votre revue Front Populaire, et la une c'est le droit à l'insécurité contre. À la sécurité. Oui, à la sécurité. Qu'est-ce que j'ai dit? À l'insécurité. Ah bah non, alors oui. Le droit à la sécurité contre l'ensauvagement. Tout est dit dans le titre, c'est-à-dire que vous estimez qu'il y a des endroits, des quartiers justement, où il n'y a plus de droit qui est respecté. C'est ça? Oui, mais ça me paraît évident. C'est un constat qu'on ne peut pas ne pas mener, enfin ne pas faire. Et il y a tout de même des gens qui nous expliquent que c'est un sentiment d'insécurité, que ça n'a rien à voir avec la réalité de l'insécurité. Enfin, chacun voit bien que quand même. Ça, c'est le ministre, Éric Dupond-Moretti. C'est le ministre, c'est la gauche. Enfin, c'est la grande tradition de la gauche. C'est pourquoi moi je suis d'une gauche qui n'est pas reconnaissable. Je suis pas Parti socialiste, je suis pas France Insoumise, je suis pas Parti communiste, je suis pas Lutte ouvrière ou Nouveau Parti anticapitaliste. Et là, on dit dans ces cas-là, vous n'êtes pas de gauche, quoi. Je suis plutôt chevènementiste. S'il faut trouver des grands modèles anciens. Et chez Chevènement, par exemple, il y avait cette idée que oui, la sécurité est l'un des droits de l'homme. On ne peut pas imaginer qu'il y aurait liberté, égalité, fraternité, que ça suffirait, qu'on pourrait faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Pas mal de gens qui disent ça ces temps-ci en disant je me fais vacciner si je veux, quand je veux, comme je veux, quoi. Mais l'égalité, ça est devenu l'égalitarisme chez certains, et puis la fraternité a disparu totalement. Ces gens qui disent mais moi je vais bien, moi je suis jeune, pourquoi je me vaccinerai, sont des gens qui estiment que la fraternité, ça compte pour rien. Donc liberté, égalité, fraternité, mais sûreté aussi. Et la sûreté, c'est la possibilité pour les femmes, par exemple, de pouvoir sortir le soir, d'aller au cinéma, de rentrer chez elles sans se faire agresser, sans se faire voler leur téléphone portable, sans se faire agresser même sexuellement. Enfin, qui dirait qu'il n'y a pas d'insécurité? Et puis il y a plein d'endroits où les gens n'iraient pas habiter parce qu'effectivement ils sont dans les bons quartiers et qu'ils sont préservés. Oui. Et est-ce que vous allez dans le sens d'un expert que vous avez interviewé, enfin vous, en tout cas l'un des journalistes de Front Populaire, qui dit on va vers une brésilianisation de notre société, c'est-à-dire une fragmentation en fait de quartiers, de gens qui n'ont plus rien à voir les uns avec les autres et qui tentent de se rassembler tout de même de temps en temps, quoi, c'est ça? Oui, complètement. Moi, je suis allé faire des conférences au Brésil et je me suis trouvé un jour dans la voiture de l'ambassadeur et on traversait les rues, on passait les feux rouges, J'ai dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais si on s'arrête, on se fait braquer. Quelqu'un arrive avec le revolver et vous demande de sortir de la voiture, vous sortez de la voiture, vous laissez votre voiture, ça se passe bien, mais éventuellement, ils vous tirent dessus et puis ils vous sortent de la voiture et ils partent en voiture, etc. C'est la fameuse créolisation à laquelle aspire la France Insoumise. On se dit, mais ça n'est pas possible ou ça n'est pas pensable qu'on puisse vouloir ça comme projet de société. Hélas, il y a des gens qui veulent ça comme projet de société. Oui. Alors, quels peuvent être les remèdes? On ne va pas faire une conférence en fait de 2 heures pour ça, parce que j'imagine qu'il faudrait même beaucoup plus, mais c'est quoi? Ça passe par justement aussi un déploiement d'effectifs policiers peut-être plus conséquent dans ces quartiers, selon vous, Michel Onfray, si vous étiez en face de Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti? Écoutez, je suis allé voir Bac Nord. Vous allez me dire, c'est pas de la sociologie, c'est du cinéma, mais tout de même, on sait bien que c'est une histoire qui a vraiment eu lieu, et on voit comment tout ça fonctionne. Il y a un arsenal juridique, il existe. On n'a pas besoin de rajouter des lois en disant on va refaire une loi ceci ou une loi cela. Il y aurait juste besoin de dire, retour de l'État en force. Il y a des lois, il devrait y avoir des magistrats, il devrait y avoir des juges, il devrait y avoir une défense de la société. Il n'y a pas de défense de la société. Alors la solution, c'est pas l'éducation, comme dit la gauche. Redonnez-nous de l'argent, toujours de l'argent. Bon, ça en fait partie quand même. Non, ça suffit pas. Si vous ouvrez un théâtre, une école ou un stade à Marseille, c'est pas avec ça que vous allez empêcher la délinquance. Ça n'a aucun sens. Et puis la droite dit prison pour tout le monde. Ça n'a pas de sens non plus. Il y a aussi un projet de société qui suppose que on ne s'intéresse pas qu'au petit bout de la lorgnette. La drogue, c'est quoi? Ce sont des pays producteurs, ce sont des dealers, d'accord, et ce sont des consommateurs. Pourquoi on ne s'attaque jamais à la production et pourquoi on ne s'attaque jamais à la consommation? Il y a une espèce d'éloge de la drogue. On dit vendre de la drogue, c'est pas bien. Mais il y a plein de gens. Là, vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron qui a dit les consommateurs sont complices.
Oui, enfin, Macron, il dit tout le contraire. Pour une fois que vous êtes d'accord avec lui. Non, mais des fois, quand il dit qu'il fait jour quand il fait jour, ou qu'il est midi quand il est midi, je ne vais pas dire qu'il est minuit, ça n'aurait aucun sens. Mais je crois que c'est un vrai projet de société. Qu'est-ce qu'on fait avec le Maroc, qui est un grand pays producteur? Qu'est-ce qu'on fait avec l'Afghanistan, qui, comme par hasard, est un grand pays producteur? Les talibans, d'ailleurs, avaient accepté de ne plus cultiver le pavot, sous prétexte, en échange d'aide économique, qui ne sont jamais arrivés. Les pays d'Amérique du Sud, ils sont des pays producteurs. Pourquoi est-ce que on n'entretient pas avec ces pays-là des rapports plus fermes? Voilà. Autre question d'actualité, Agnès Buzyn, qui est convoquée aujourd'hui, ce matin, devant la Cour de justice de la République en vue d'une possible mise en examen. Est-ce qu'il faut trouver à tout prix des coupables? Il me semble. Il y a quand même eu une gestion de la crise qui a été calamiteuse avec des gens qui sont responsables de cette calamité. Alors je veux bien, les ministres, il y a une espèce de jurisprudence Georgina Dufoy, c'est responsable mais pas coupable. Ouais. Donc c'était Fabius. Enfin, on démissionne assez peu. Je parlais de Jean-Pierre Chevènement tout à l'heure, il est à peu près le seul à avoir démissionné parce qu'il y a un moment donné, on se dit j'ai pas été à la hauteur, je m'en vais. Pas du tout. Ils sont pris la main dans le sac, des affaires sexuelles, des affaires financières, des affaires d'impôts. Ils restent au pouvoir. Mais donc, il n'y a peut-être pas eu d'action délibérée de la part d'Agnès Buzyn, quoi. Écoutez, moi je ne sais pas. Ce que je crus comprendre avec les informations qui ont été données à l'époque, c'est qu'il pourrait y avoir des conflits d'intérêts. Ouais. Je pense que son mari était en relation avec ce laboratoire dans lequel apparemment il y a eu des erreurs de manipulation qui ont fait que le virus a quitté cet endroit pour se répandre partout sur la planète. On aimerait savoir quelles sont les relations entre Monsieur Buzyn, par exemple. Donc les politiques doivent rendre des comptes devant la justice, pas seulement devant les électeurs, parce que souvent on dit oui, mais les politiques doivent rendre des comptes avant tout devant les électeurs. Mais les politiques sont des hommes et des femmes comme les autres, et ça me paraît normal que dans l'exercice de leur profession, s'ils ont failli, ou si l'on pense qu'ils ont failli, on puisse aller faire le nécessaire pour voir si c'est vrai, si c'est une hypothèse, si c'est vérifiable, et si c'est vérifié, eh bien, on les punit. Ça me paraît normal, et ce serait bien qu'ils aient droit eux aussi à la prison. Il n'y a pas que les petits délinquants qui vendent de la drogue. Ça ne va pas décourager les hommes ou les femmes qui veulent faire de la politique aujourd'hui? Mais si vous le faites honnêtement, tous ces gens qui nous disent ah là là, mais on n'a quand même pas grand-chose, vous avez vu, on perd de l'argent, ou l'espèce d'obscénité des gens de la République En Marche qui disent mais moi j'étais chef d'entreprise, aujourd'hui quand je suis député je gagne rien du tout, etc. Mais il y a un moment donné où on se dit mais c'est ce qui justifierait que vous puissiez faire des ménages, que vous puissiez détourner de l'argent, je ne sais quoi. Il y a un sens de l'intérêt général et du bien public qui fait que la politique n'est pas au service des ministres, ce sont les ministres qui devraient être au service de la politique. Donc elle peut être mise en examen et aller pourquoi pas aussi même en prison, quoi. Ça ne vous choquerait pas? Ça me paraît très normal. Oui. Il y a une baisse de niveau en politique, aurait avoué Xavier Bertrand et Éric Zemmour, même s'il l'a démenti après. C'est lors d'un déjeuner, c'est raconté dans ce livre. Vous jugez aussi, vous, qu'il y a une baisse de niveau, justement, des politiques, en fait, aujourd'hui? La preuve, Xavier Bertrand. Si vous pensez effectivement que ce monsieur, c'est le général de Gaulle d'aujourd'hui, quand même. Donc oui, il y a une baisse de niveau. Ce monsieur qui est dans la politique depuis quoi, 20 ans, 30 ans, 40 ans peut-être, est quand même responsable, lui aussi, et coupable également. On va le traîner au tribunal, mais enfin, il y a des gens qui devraient pouvoir dire oui, la France est dans cet état parce que depuis des années, je défends des théories qui ont fait que nous sommes allés dans le mur. Mais pas du tout. Il arrive comme une espèce de vierge en politique en disant mais on va faire ceci, on va faire cela, je suis le général de Gaulle, comptez sur moi, c'est la rencontre d'un homme, la présidentielle c'est la rencontre d'un homme et d'un peuple, je suis cet homme, vous êtes ce peuple, mais enfin on a envie de dire... il n'a pas le niveau selon vous, quoi, en tout cas. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont, mais en même temps, est-ce que vous croyez alors qui l'a est-ce que vous croyez que Hollande l'avait? Est-ce que vous croyez que Macron l'avait? Il faut avoir le niveau quand on a compris qu'on était là par devoir et pas parce qu'on est le plus grand, le plus beau, le plus fort et que ça fait des années qu'on se rase et que quand on se rase, on se dit ah là là, si j'étais roi. Ouais. C'est d'une obscénité. On est au service du pays, on est au service de la France, on est au service des Français. On n'est pas au service d'une carrière personnelle ou d'ambition personnelle. Et il y a des gens dont le passé est impassif. On a juste envie de dire mais qu'avez-vous fait, monsieur Bertrand? Quand avez-vous rencontré l'histoire? Ce qui nous permettrait de savoir ce que vous êtes véritablement. Est-ce que Éric Zemmour, lui, a le niveau pour se lancer en politique et dans la campagne de la présidentielle? Si on en croit un article qui nous explique, c'était dans Paris Match, je crois qui nous explique qu'il a des cours d'histoire en économie avec Loïc Le Floch-Prigent,
même fait lui aussi de la prison pour le coup, on se dit c'est quand même un peu bizarre ce genre de choses. Mais bon, probablement il faut se mettre au niveau. Surtout, moi, à une époque, on m'avait proposé d'être candidat et j'avais dit non, je suis pas à la hauteur, je suis pas au niveau. On m'a dit mais ça c'est en 3 mois. En 3 mois, on fait de vous une espèce de communicant, quoi. Ouais. Mais et aujourd'hui, vous vous dites pas justement, tiens, pourquoi pas, moi aussi, je pourrais aller peser en étant je n'ai pas politique, cette démesure. Je n'imagine pas ça une seule seconde, parce que on peut dire oui, je veux les ors du pouvoir, je veux etc. C'est les avantages, la puissance. Mais après, on se dit bon, par exemple, je fais quoi avec ce qui se passe à Marseille? C'est ça un chef d'État. C'est pas quelqu'un qui dit je veux très mais vite. c'est-à-dire c'est la possibilité de mettre en application ce que l'on défend, des idées. Vous défendez beaucoup d'idées. Et derrière, il faut les mettre en application, pas simplement les afficher et les écrire dans des livres. Quoi. Moi, ça fait 30 ans que je pense qu'on peut faire de la politique autrement qu'en étant conseiller municipal, et que en créant des universités populaires, en travaillant à l'éducation populaire. Et je recrée d'ailleurs une université populaire des Beaux-Arts dans mon village natal à Chambois. Je pense que je suis plus utile en faisant ça, c'est-à-dire en travaillant à une espèce de maintien de la spiritualité. On a dit de Malraux qu'il avait dit que le 21e siècle serait religieux ou pas. En fait, il aurait dit que le siècle, le 21e, serait spirituel plutôt que religieux. Et je vais travailler à cette idée qu'on doit pouvoir restaurer du spirituel, parce que ça, je sais faire, mais en même temps, le remplissage des chemins ou l'éclairage public, je sais pas faire. Bon, est-ce qu'il fait erreur, alors, Éric Zemmour, fausse route, en voulant s'engager éventuellement en politique? Le peuple le dira. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. Il est en train de je faisais un peu d'ironie en disant qu'il est en train de se mettre à niveau avec des cours d'écho. Mais au-delà de ça, Éric Zemmour d'abord, il y a un constat. Il y a 2 Éric Zemmour. Il y a celui qui fait des constats, il y a celui qui va faire des propositions. Celui du constat, j'y souscris. Il dit effectivement que ça se passe quand même plutôt mal, un peu partout. L'éducation nationale, la police, l'armée, la justice, etc., etc. Puis après, il y a les propositions. Alors, les propositions... il dit dans son livre, la France n'a pas dit son dernier mot. Grosso modo, c'est aussi un petit peu ça, même si il n'y a pas de proposition. Mais... Alors moi, je pense au contraire que c'est fini. Lui en même temps, quand vous faites de la politique, vous n'avez pas intérêt à dire que c'est terminé. Vous êtes bien obligé de dire qu'il y a des choses à faire, qu'il faudrait, il y a qu'à, il faudrait, etc. etc. Il proposera, on verra économiquement. Moi, ça m'intéresse de savoir s'il veut que les gens travaillent 70 heures par semaine en étant taillables et corvéables à merci, si son programme politique c'est ça, pour remettre la France en état. Et puis, pour le peu qu'il ait pu dire, cette idée de dire un musulman est toujours un étranger qui est toujours un délinquant et il faut tous les expulser, évidemment on ne peut pas souscrire à ça. Donc sur ce sujet-là, il va falloir qu'il affine, parce qu'on ne peut pas être sur des positions aussi radicalement utopiques. Un dernier mot sur ce chapitre, parce que vous connaissez aussi le fonctionnement des médias. Le CSA a choisi de décompter le temps de parole d'Éric Zemmour. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision, alors qu'aujourd'hui il n'est pas candidat, quoi? Alors, il n'est pas candidat, mais en même temps, tout montre qu'il est en train de faire le nécessaire pour le devenir. Mais moi, je suis un défenseur de la loi. C'est-à-dire que Éric Zemmour sera candidat quand il aura décidé de l'être et qu'il nous dira qu'il l'est. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, on pourra décompter. Ceci dit, c'est ces gens qui découvrent que Éric Zemmour fait de la politique, mais tous les journalistes font de la politique. Et on devrait à ce moment-là décompter les temps de parole de tous les gens qui, à France Inter, roulent pour Macron, roulent pour la France Insoumise, en disant « Ah ben non, celui-ci, on sait très bien... » À France Inter, on roule pour Macron? Ah oui. Vous rigolez, non, je sais pas, je vous pose la question. On est là pour ça. C'est quand même une radio d'État qui, avec l'argent du public, se moque absolument de l'intérêt général et du bien public. Moi, je suis interdit de radio là-bas, comme un certain nombre d'autres. Il y a une époque, Patrick Cohen disait même qu'il y avait une liste noire, donc il avait au moins le mérite de dire que comment la chose fonctionne. Bon, on n'y reviendra pas, évidemment, ça avait été évoqué il y a quelques années. Juste sur la crise sanitaire aussi, puisqu'il nous reste encore quelques minutes d'actualité, et ensuite vous reviendrez tout à l'heure à moins le quart. Nouvelle manifestation demain des antipasses sanitaires. En tête de cortège, il y a beaucoup de souverainistes. Vous êtes aussi un souverainiste. Il y a là Philippot, Nicolas Dupont-Aignan. Comment vous les jugez ? D'abord, il n'y a pas de relation entre le souverainisme et le fait d'être complotiste, parce qu'ils le sont quand même un peu beaucoup. Moi, je vois bien ce qui se dit sur moi en disant que je suis payé par Big Pharma, etc. C'est quand même un peu délirant, ça va bien, je ne suis pas procédurier. Enfin, cette idée d'imaginer que parce que, je dirais que ce que j'ai appris à l'école, à savoir le vaccin est efficace, c'est une bonne chose, j'aurais un chèque tous les mois qui viendrait de Big Pharma, enfin c'est un peu n'importe quoi. Donc le souverainisme, vous savez, moi je ne suis pas de ceux qui disent que le souverainisme c'est toujours bon, enfin, que dès qu'un souverainiste, disons-le comme ça, dès qu'un souverainiste dit quelque chose, c'est bien. Un souverainiste peut dire des sottises aussi, il peut dire des bêtises, il peut être un crétin fini. Donc je ne dirais pas parce que tel ou tel est souverainiste et qu'il dit des sottises, qu'il ne dit pas des sottises. L'obligation de vaccination pour les soignants, la date butoir c'est mercredi prochain. Ces soignants, s'ils ne sont pas vaccinés, pour certains, ne pourront plus travailler. Vous estimez que c'est normal ? J'estime que c'est sidérant que des gens qui ont fait le choix de soigner
qui sont au courant de ce qu'est le soin, qui donc devraient avoir un minimum d'éducation scientifique, je dirais, en soient là. C'est-à-dire avec ces espèces d'idées déraisonnables, du genre on met des trucs dans le corps, je ne sais pas ce que ça va donner, les vaccins ne sont pas terminés, ils sont toujours en cours d'analyse, etc., etc. Enfin, tout ce délire qu'on entend, je me dis, c'est sidérant. De la part de quelqu'un qui n'aurait aucune référence scientifique, pourquoi pas, mais ce sont des gens qui sont normalement au cœur du réacteur nucléaire. C'est comme si, justement, vous étiez anti-nucléaire et que vous travailliez dans une centrale atomique, quoi. Ouais. Un mot aussi sur votre livre, Michel Onfray, Autodafé, l'art de détruire les livres, qui est un essai. Vous revenez donc sur plusieurs livres, justement, qui sont mis au pilori, si je puis dire. Vous avez dû être frappé par ce qui s'est passé cette semaine au Canada. On a détruit 5000 livres, hein, c'est ça, dont des Tintins, des Astérix, parce que évidemment, ils n'étaient pas favorables aux habitants locaux, à certains autochtones, quoi. Oui, Tintin au Congo est un livre fasciste, chacun aura pu s'en apercevoir. Dès lors, si vous avez un jour un album de Tintin dans les mains, vous deviendrez vous-même Adolf Hitler, donc c'est extrêmement dangereux. Donc, vous voyez un peu le délire. Ouais. Mais c'est la cancel culture, comme on dit, et c'est la théorie de Macron, c'est la théorie de tous les Maastrichtiens qui ont juste envie, effectivement, de détruire la nation, de détruire le pays, d'instaurer cette espèce de pseudo-culture ou néo-culture, qui est une espèce de barbe à papa intellectuelle. Il y a quand même de plus en plus de gens qui estiment que c'est du délire absolu. Et on risque d'arriver à ça en France, ce qui s'est passé cette semaine, quoi. Mais 5000 livres détruits au Canada. On y est déjà, vous savez. Dans les écoles. Aujourd'hui, dans les maisons d'édition, il y a des livres qu'on n'édite plus, et puis il y a des livres qu'on caviarde. Même les miens. Moi, je me suis retrouvé avec un correcteur, on appelle ça comme ça, chez un éditeur, qui disait, bon, ça, quand même. Alors, ils vous disent pas, on censure, il faut qu'on soumette à un avocat. Ouais. Et ça veut dire quoi, soumettre à un avocat? Que si vous êtes gentil, vous allez me faire sauter ici 3 lignes, par là 2 paragraphes, ailleurs vous allez m'éviter ce mot-là, parce qu'on peut se trouver traîné au tribunal. Et moi je dis non, on ira au tribunal, je paierai de ma poche si vous voulez. Mais il y a quand même un moment donné, on va pas se faire les censeurs de nous-mêmes. Donc il y a des gens qui brûlent des livres, et puis il y a des gens qui les brûlent de manière plus insidieuse, et ils existent déjà, et ils sont au cœur même des maisons d'édition, vous savez. Michel Onfray, Autodafé, l'art de détruire les livres, justement, presse de la Cité, puis Front Populaire qui vient de sortir cette semaine autour du droit à la sécurité contre l'ensauvagement. Michel Onfray qui répondra encore à vos questions. Vous pouvez appeler 0826 300 300, il sera avec nous jusqu'à 9h.